Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis donc Philippe Meltier et nous allons aborder cet atelier consacré à l'intelligence économique avec Monsieur Graal, qui est sur l'écran avec moi. Donc, petite introduction. Alors, je peux vous mettre le PowerPoint que l'on a prévu, que nous avons prévu. Ce sera plus clair et vous pourrez conserver comme ça quelque chose de ce que nous disons. Voilà. Et donc, pour passer... Petit problème technique, mais ça va marcher. Bon, en attendant que le PowerPoint figure à l'écran. Alors, il est donc question de l'intelligence économique. De quoi s'agit-il? Eh bien, selon la définition consacrée, il s'agit de la maîtrise des informations stratégiques. Alors, il ne vous a pas été caché que l'entreprise a considérablement évolué et dans l'évolution de sa vie, aujourd'hui et déjà depuis une vingtaine d'années, la matière qui est de plus en plus importante est celle de l'information. L'information est une des principales richesses de l'entreprise. Or, cette information est impalpable par définition. Alors que cette information arrive même à être plus importante que les autres éléments de l'entreprise, que peuvent être les finances, ou les biens, ou même les personnes. Par exemple, si l'on considère un fichier de clientèle, un fichier de fournisseur, un savoir-faire, toutes les innovations possibles, imaginables, les droits de propriété intellectuelle, j'en passe, et il y en a encore énormément d'autres à vous citer. Tout ceci fait donc l'objet d'informations qui circulent dans l'entreprise et entre l'entreprise et ses interlocuteurs. Or, toutes les entreprises veulent accaparer l'information de ses voisins. Alors, bien entendu, il y a des solutions qui existent déjà depuis assez longtemps pour la protection de ces informations, pour les empêcher de s'enfuir de l'entreprise. Mais nous connaissons certaines difficultés à mettre en œuvre ces solutions, surtout depuis l'avènement du digital. Alors, en face de cet état de fait, l'État a mené depuis 1994 maintenant, et surtout depuis 2003, une réflexion pour lui-même d'abord, et pour les entreprises d'autre part. Et ces réflexions ont débouché sur une organisation relative à l'intelligence économique en France, et d'ailleurs toute une politique pour appliquer à ce problème. Alors, pour passer à l'écran suivant. Allez, voilà. Donc, les trois axes principaux pour cette politique, et ce sont des axes qu'il faut retenir parce que c'est ceux qui doivent conduire l'intérêt que vous pouvez avoir pour les informations de votre entreprise. Et toute votre politique interne que vous pouvez avoir, toute votre action sur l'information de l'entreprise. Il s'agit tout simplement de la protection des informations, deuxièmement de la recherche de l'information, car vous pouvez être intéressé par une information qui existe ailleurs, et ensuite l'influence, qui consiste à organiser le mieux possible l'entourage de l'entreprise, l'environnement de l'entreprise. À l'heure actuelle, tout ceci se trouve résumé dans l'information stratégique et la sécurité économique, qui résume donc les trois axes de cette politique. Reprenons brièvement ces trois axes. Et tout d'abord, il faut assurer la maîtrise des informations stratégiques de l'entreprise.
Alors, pour assurer cette maîtrise, l'État a favorisé la mise au point de certaines procédures et l'admission de nouvelles lois, comme celle qui concerne le secret des affaires, qui est une directive européenne qui a été étendue à la France, ou alors les mesures concernant les zones des ZRR, les zones prioritaires, et où tout au moins les informations sont particulièrement protégées. Et bien entendu, l'État assiste les entreprises par l'intermédiaire de ces 10, de ces délégués à l'information stratégique et sécurité économique, pour leur permettre de mettre en œuvre leur politique d'intelligence économique à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, en ce qui concerne la recherche de l'information, c'est là où il faut être prudent, parce que, comme j'ai pu résumer au moins une bonne quinzaine d'infractions que on est susceptible de commettre en allant chercher des informations sur d'autres entreprises. Et enfin, troisièmement, l'État accompagne l'État, les régions et au niveau local, les chambres de commerce accompagnent de nombreuses missions à l'étranger. Même les armées s'y mettent, puisque j'ai eu l'occasion de réaliser une de ces missions en tenue militaire. Le principal, c'est que l'État accompagne des entreprises et il développe des leitmotivs ou des notions favoriser cet avant, comme les produits français ou la French Way of Life, qui est très entendu à l'étranger et sur lesquels les entreprises peuvent tout à fait surfer. Alors ensuite, M. Graal vous parlera de l'accompagnement d'entreprise au niveau de la sécurité informatique. Mais auparavant, je voudrais vous indiquer quelques mesures simples que l'entreprise peut prendre pour protéger les informations qu'elle peut aider. Tout d'abord, il s'agit qu'elle réalise un audit. Cet audit va lui permettre de définir et de cerner le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire le cœur de l'information qui est indispensable pour tout simplement le maintien de cette entreprise. Et à partir de cette elle pourra déterminer quels sont les moyens matériels, humains ou informatiques ou juridiques qui seront nécessaires pour protéger cette information et la développer, bien entendu, ce qui est impossible de développer ici davantage. À partir de cette entreprise devra nécessairement mettre au point un plan de mesure, sans oublier la personnelle qui est indispensable, car si seul le chef d'entreprise est sensibilisé sur la question de l'information, de la sécurité, ça ne fonctionnera pas. Et bien entendu, quatrième point, il convient de faire des essais pour s'assurer du bon fonctionnement de sa politique d'intelligence économique, pour faire toutes les règles qui seraient nécessaires et les mises à jour en fonction de ce qui arrive ou peut-être des attaques que l'entreprise aura pu avoir lieu dans l'entreprise. Alors, je vous incite fortement à voir toute la documentation qui peut exister sur Internet, tous les sites ceux du commissariat à la sécurité économique et l'information stratégique, et bien entendu de l'ANSSI, dont vous pourrez entendre le délégué régional dans quelques instants. Et je voudrais terminer mon propos pour vous signaler une aide particulière que les conseils du commerce extérieur ont mis au point. Il s'agit d'une commission en liaison avec les services de l'État, commission régionale, où nous recevons toutes les plaintes qui peuvent être rendues ou fournies par les entreprises qui ont fait l'objet de contrefaçons. Contrefaçons internationales, ils sont temps, parce que notre vocation est de régler les problèmes internationaux
d'envisager les problèmes dans leur environnement international. Mais cette commission permet très rapidement, parce qu'elle peut être saisie rapidement et intervenir tout aussi rapidement, dans l'espace d'une semaine par exemple. Elle permet de sensibiliser les différents corps de l'État qui interviennent véritablement, qu'il s'agisse de l'INPI, des douanes, du conseil régional, de la chambre régionale de commerce, de la préfecture par la directe, même du corps diplomatique, et par l'intervention de toutes ces personnes, la commission peut qualifier tout d'abord le problème de contrefaçon dite SAGI, qui n'est pas une mince affaire, et trouver des solutions avant d'en arriver au moment judiciaire, qui est souvent inévitable, mais qui peut quand même être évité par l'intervention de ces différents protagonistes. Voilà, excusez-moi, Monsieur Graal, j'ai empiété de quelques secondes sur votre temps de parole, et je passe la parole maintenant à Olivier Graal, qui va vous parler de la sécurité informatique. Donc je vais essayer moi-même de partager mon écran. Je vous laisse fermer le vôtre et je vais ouvrir le mien. Alors, on devrait faire l'application. Non, c'est pas le bon. Voilà. Donc je voulais compléter ces propos effectivement et faire attirer votre attention tout particulièrement sur la problématique du risque informatique, puisqu'effectivement l'informatique est aujourd'hui utilisée en matière offensive pour permettre à des personnes extérieures à l'entreprise à accéder à vos données et à les exploiter. Et ce risque est malheureusement aujourd'hui très nettement sous-estimé dans les entreprises. Donc il était important aujourd'hui ensemble que l'on puisse faire un point là-dessus. Alors déjà, pourquoi le risque cyber est devenu un vrai problème? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tous nos systèmes de communication, tous nos outils sont intimement liés au numérique, puisqu'effectivement, on vit une transformation de notre écosystème vers le numérique, vers le tout numérique, que ce soit d'un point de vue industriel, d'un point de vue commercial, d'un point de vue de la gestion de l'entreprise. Tous les systèmes sont effectivement aujourd'hui numériques. Donc ça a amené à une multiplication de la surface d'attaque par la généralisation des objets connectés, avec par contre un manque clair de sécurité sur ces objets connectés et une hétérogénéité des systèmes d'information qui fait que il devient de plus en plus complexe de maintenir ces systèmes et donc de colmater les risques ou les failles de sécurité pour se protéger de l'extérieur. Là-dessus vient se rajouter le fait que la cybercriminalité augmente pour une simple raison, c'est que l'espace numérique est en dehors des frontières et donc sort du contrôle classique juridique que l'on peut avoir sur un territoire. De plus, on a une notion d'anonymat dans le cadre du numérique qui fait que certaines personnes ou certains États donc ont plus de facilité effectivement à utiliser ces outils parce qu'ils savent que le risque est nettement inférieur à une attaque de type classique, donc humaine, sur le terrain, puisqu'il n'y a effectivement pas là de possibilité ou rarement de remonter à la source. L'ANSSI d'ailleurs n'attribue rarement ou même jamais les attaques à une personne ou un pays, puisqu'il est extrêmement facile d'usurper l'identité des personnes et donc de falsifier, je dirais, les informations qui permettraient de remonter à la source. Donc tout ceci nous amène effectivement à constater une forte augmentation du risque avec tout particulièrement actuellement avec le Covid, une très très forte augmentation de ce qu'on appelle l'hameçonnage et du phishing, puisque les sociétés et les administrations ont malheureusement dû ouvrir leur système d'information dans la précipitation et donc en prenant des risques
qui sont vus par les cyberattaquants comme des opportunités et qui leur permettent effectivement de vous nuire et d'accéder à vos données plus facilement. Donc on a une très très forte augmentation des arnaques financières, avec en général une usurpation des identités de vos clients ou fournisseurs pour vous amener à verser de l'argent sur des comptes autres que les comptes habituels, par exemple. On constate également une très forte augmentation des attaques de type ransomware, avec une petite différence avec ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, c'est que jusqu'à présent, donc les campagnes de ransomware étaient menées par des automates, avec peu de ciblage sur les personnes contaminées. Maintenant, on voit bien que les cyberattaquants ont fait évoluer leur technique d'attaque et s'intéressent fortement aux personnes qu'ils ont réussi à infiltrer. Donc, ils vont d'abord contaminer vos PC. À partir de là, comprendre quelle est votre activité, comment vous fonctionnez, cartographier votre système d'information. Et une fois qu'ils ont ces informations, exfiltrer de la donnée et enfin chiffrer les ordinateurs pour vous nuire. Et donc le deuxième effet, donc jusqu'à présent vous aviez que le ransomware et le chiffrement, maintenant vous avez en plus la divulgation de ces informations sur le marché, le dark web, et la monétisation de ces informations effectivement vers d'autres personnes. Enfin, on retrouve bien évidemment donc des attaques plus classiques de type défiguration de site internet. Donc le constat est que on vit aujourd'hui une situation très particulière et que le risque cyber est très clairement devenu le risque numéro 1 en entreprise. Les conséquences, elles sont lourdes malheureusement. C'est-à-dire que le fait d'être victime d'une attaque cyber va avoir des conséquences très graves sur tout le système de l'entreprise, que ce soit la logistique, le commerce, la production, la R&D, avec donc à la fois donc de la destruction de données, du vol de données, qui va induire donc une perte d'activité puisque vos systèmes sont en général connectés et donc on va se retrouver avec potentiellement donc des systèmes de production endommagés, des arrêts de production. Donc le dernier cas en date à Bordeaux date d'il y a une quinzaine de jours avec une société dans le domaine de la pharmacologie qui malheureusement a été victime et qui s'est retrouvée avec sa production arrêtée pendant un certain laps de temps. Qui dit arrêt de la production dit retard de livraison, ce qui va induire d'autres phénomènes, de la dégradation de l'image. On peut aussi voir avec l'exfiltration des données des situations où vous retrouvez en difficulté vis-à-vis de vos clients, puisque vos clients sont également connectés sur le net et peuvent découvrir effectivement ces exfiltrations de données. On va avoir le chômage technique à assumer. Éventuellement des sanctions financières. Alors, de la part de vos partenaires, si vous avez des clients et vous avez des pénalités de retard, par exemple sur des livraisons, mais vous avez aussi, il faut garder en tête que vous êtes également sous l'égide du règlement général à la protection des données, et que si des données personnelles étaient filtrées de vos systèmes, vous devriez donc payer des amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial, et avec également éventuellement des peines au pénal pour le dirigeant de l'entreprise. Donc des conséquences lourdes qu'on ne peut plus aujourd'hui négliger. Le coût moyen d'une cyberattaque pour une PME ou une ETI, il est très variable. Et pour une petite structure, on l'estime entre 200 000 et 1 300 000 euros. Je donnerai un exemple, donc une collectivité du Nord Aquitain qui a été victime en 2018. Le premier préjudice était évalué à 180 000 euros pour 200 PC qui avaient été chiffrés. Aujourd'hui, la facture s'élèverait plutôt à plus d'1 million d'euros, puisque il a fallu effectivement que cette collectivité de communes reconstruise ses données, et donc il y a énormément de temps homme à ajouter à la facture. Donc, pour tout ça, il est effectivement, donc je tiens à appuyer le propos précédent, il est vital que vous dotiez d'outils d'analyse de risque
et que vous preniez effectivement les mesures nécessaires pour vous protéger. Il existe donc pour ça des guides pour vous aider. Vous avez donc beaucoup d'informations à récupérer, notamment sur le site de cybermalveillance.gouv.fr pour les PME, PMI. Vous avez également le site de l'ANSSI, donc mon administration, ssi.gouv.fr, sur lequel vous allez retrouver des fascicules qui vont vous permettre de bien comprendre les risques et surtout de mettre en place des politiques de sécurité pour éviter les écueils. Puisque le risque cyber est souvent vécu comme une fatalité, ça peut devenir un avantage concurrentiel si effectivement vous le prenez en compte et que vous acceptez effectivement de le gérer. Donc, vous devez, dans un premier temps, mener une analyse de risque dans vos structures pour comprendre ce qui a de l'impact sur vos fonctionnements et mettre en place des mesures de sécurité. Les premières mesures étant effectivement de vous assurer de garantir la pérennité des informations de l'entreprise. Donc, je ferai un point, je mettrai en lumière une mesure majeure, c'est effectivement s'assurer que les données que vous avez dans votre entreprise sont bien sauvegardées et sont bien à l'abri des prédateurs, puisque sauvegarder, ça ne suffit plus. Il faut sauvegarder et isoler les sauvegardes, les préserver dans un coffre. Donc là, les méthodes sont variées, mais en tout cas, assurer effectivement que, en cas d'attaque cyber, vos sauvegardes ne seront pas compromises, puisque dans tous ces événements cyber, ce que l'on voit, c'est le principal préjudice, effectivement, il est souvent lié à la reconstruction des données, voire à la destruction et à l'impossibilité de reconstruire ces données. Là-dessus, donc, il nous reste 5 minutes. Je vous propose de répondre à vos questions. Je vais terminer le PowerPoint. Je suis à votre écoute. Vous m'entendez? Voilà. Je vous propose de répondre à vos questions. Merci, merci. À votre écoute. Vous m'entendez? Je suis revenu dans la partie parce que oui, j'étais déconnecté. Voilà. D'accord. Genre, on a tenu notre timing, a priori on n'a pas de questions pour l'instant. Vous voulez terminer les propos éventuellement? Oui, dans la partie parce que j'étais déconnecté. Alors, si les participants le veulent, je ne sais pas s'il y a la possibilité de position par écrit peut-être, où on pourrait chacun de notre côté leur répondre. Oui, a priori il y a une fenêtre de chat sur la droite, mais je ne vois pas d'écrit. Est-ce qu'il y a des assurances pour couvrir ces risques? Il y a des questions à droite. Ah, il existe des assurances pour couvrir les risques informatiques, exactement, oui. Oui, tous les assureurs aujourd'hui disposent effectivement de politiques d'assurance pour couvrir le risque cyber également. Par contre, il faut garder à l'esprit que pour couvrir le risque, faut-il encore que ce risque ait été mesuré et que des mesures aient été prises en place. Donc, l'assurance ne suffit pas. Il faut d'abord mener une politique de sécurité et une fois qu'on a mis son système en conformité, couvrir ce risque. L'assureur n'est pas là pour effectivement tout couvrir. Et notamment, l'assureur n'a pas à couvrir les rançons. Il ne faut jamais payer les rançons. Et en amont, bien entendu, réaliser ces sauvegardes, c'est indispensable. Tout à fait. D'autres questions sur le risque? Donc pensez à... Oui. Allez-y. Est-ce que des territorialité. Alors, c'est une vaste question.
auquel le gouvernement est attaché et essaye de résoudre petit à petit les problèmes qu'il peut avoir. Mais il faut dire que les Américains sont beaucoup plus en avance que nous sur ce point. Malheureusement, nous n'avons pas assez de territoire pour nous permettre de lutter efficacement. C'est en cours, c'est en cours. En tous les cas, le problème essentiel, si on veut agir contre un attaquant étranger, va bien entendu être de le localiser tout d'abord et ensuite de l'attaquer devant un tribunal. Alors là, pour l'attaquer devant un tribunal, les choses peuvent être plus faciles qu'on ne pense parce que il est possible d'accéder à un tribunal français, étant donné que si l'attaque informatique a eu lieu, c'est par le biais d'Internet et que le tribunal peut être celui du lieu où se trouve l'entreprise. Avec une décision, si vous avez pu situer l'attaquant à l'étranger, pour ensuite faire appliquer ce que vous avez obtenu en France, la faire appliquer à l'étranger par le biais d'une procédure toute simple qui s'appelle l'exéquatur et qui fonctionne assez bien, assez facilement. Sachant qu'il est vital de toute façon, quel que soit l'incident, qu'il soit cyber ou d'autre nature, de faire des dépôts de plainte quand vous avez des attaques sur vos entreprises. La police comme la gendarmerie ont mis en place des dispositifs effectivement pour répondre à ces thématiques-là. Et ne pas porter plainte, c'est signer un chèque en blanc aux attaquants. Et il faut savoir qu'effectivement, que ce soit le ministère de l'Intérieur prend très au sérieux les menaces de type numérique et essaie effectivement de judiciariser un maximum de dossiers. Et puis il y a Interpol et Europol effectivement qui prennent le relais pour la thématique étrangère. Mais il n'y a pas que des attaquants extérieurs, il y a aussi des attaquants sur notre territoire. Et ceux-là, donc, effectivement, sont sous le coup de la loi française, et donc ça nous simplifie beaucoup les tâches quand on veut effectivement régler ce type de problème. Il y a d'autres questions qui apparaissent, Aline? Ah oui. Voilà, je ne peux que conclure en vous disant de faire attention à cette commission que nous avons mis au point des conseils du commerce extérieur et de faire appel à elle dès que vous en avez l'occasion, si malheureusement vous en avez l'occasion. Et moi, je vous invite à revenir vers vos interlocuteurs directs. Il y a actuellement en Nouvelle-Aquitaine une feuille de route cyber qui est mise en place par la région, dans lequel on va retrouver beaucoup d'outils pour vous aider. Donc vous n'êtes pas seul. Il y a à la fois les services de l'État et les instances régionales qui mènent des actions effectivement pour qu'on soit mieux armé pour se défendre vis-à-vis de la prédation de personnes qui souhaiteraient récupérer nos informations.